Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici présent dans cette salle. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Je suis très bien entourée. Voilà, Firoz Ladak arrive. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le mécénat, facteur d'inclusion sociale et moteur d'action collective. À travers ces débats de notre partie Mécène Pro, l'objectif est à la fois de vous donner des éléments pour comprendre des nouvelles pratiques, les décrypter, mais aussi pour vous donner envie, pour vous inspirer. Vous allez voir, il y a plein de beaux exemples très, très inspirants. L'inclusion sociale, on l'a déjà abordé lors de la première partie. C'est un sujet très vaste. On a aussi beaucoup entendu parler en filigrane, pour ceux qui étaient là dès 9h30, de ce sujet de l'action collective. Donc on voit que c'est une préoccupation. Tout le monde appelle de ses voeux l'action collective et on va voir à travers les exemples qui vont vous être présentés des actions très concrètes et comment on peut toujours être plus innovant et penser aussi d'autres formes d'action collective que celle de créer un nouveau programme. Donc l'insertion sociale, c'est un grand thème. Les exemples qui vous seront présentés, forcément, on a dû faire des choix. On a essayé de vous présenter un continuum de l'éducation à l'insertion sociale et à l'insertion professionnelle. Je vais, sans plus tarder, donner quelques mots pour présenter nos intervenants. Alors, petite parenthèse, nous allons aussi parler diversité. Donc, vous pourrez constater que la diversité de genre n'est pas représentée dans cette table ronde. Ceci dit, la diversité des profils, des points de vue sera bien présente et ça donnera beaucoup de richesse à notre débat. Je vais commencer par Firoz Ladak. Donc, vous êtes directeur général des fondations Edmond Rothschild depuis 2005 et donc vous avez entamé ce travail de refonte stratégique d'une tradition caritative à une direction beaucoup plus stratégique et philanthropique et vous pourrez justement, à travers les exemples que vous allez nous présenter, nous montrer tout ça. La Fondation intervient principalement dans les domaines de la santé, de l'entrepreneuriat et des arts. Monsieur Christian Nimbourel, vous êtes donc président d'Accenture France et Benelux. Vous venez du monde de la finance et vous avez passé l'essentiel de votre carrière chez Accenture. Vous êtes un féru d'innovation. On sait que le mécénat d'Accenture est très, très innovant et on en aura des preuves lors du débat. Accenture, une grande entreprise qui accompagne des groupes dans leur transformation de la stratégie à la mise en œuvre. Bernard Nebout, vous êtes directeur RSE des fondations du groupe Manpower. Il existe 2 fondations, vous aurez l'occasion de nous en parler. Vous êtes également directeur RSE. Vous avez été très prolixe puisqu'en 2006, vous avez créé Manpower Égalité des chances. 3 ans plus tard, la fondation du groupe Manpower, et vous aurez l'occasion de nous parler aussi de du dernier né, la fondation Agissons pour l'emploi. Manpower, aussi une grande entreprise qu'on connaît bien, spécialisée dans l'intérim et le recrutement. Enfin, Marc Pfizer, qui nous vient tout droit ce matin de Zurich, et nous l'en remercions. Vous êtes directeur exécutif, on va dire comme ça pour essayer de le dire en français, du FSG depuis 2002. Donc le FSG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet qui a été créé, je crois, en 2000, entre autres par Marc Kramer, donc grand spécialiste de la philanthropie, pour aider les organisations, aussi bien les bailleurs que les organisations sans but lucratif, à développer une philanthropie, un mécénat de plus en plus stratégique. Sans plus tarder, je vous propose de lancer le débat. Un petit mot, on a parlé donc d'inclusion sociale lors de la première partie. Peut-être quelques éléments de cadrage, ça vous permettra de mieux comprendre les exemples qui vous seront présentés. L'inclusion sociale, c'est un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté ou d'exclusion ont un meilleur accès, et Ariane de Rothschild l'a bien souligné, un meilleur accès à leurs droits fondamentaux que sont, là en l'occurrence, on va parler des droits économiques, sociaux et culturels. Les enjeux de l'inclusion sociale sont nombreux. Comme je le disais, on va limiter à trois sujets qui sont déjà vastes.
Et le sujet de l'action collective a été très présent lors des premières interventions. On voit qu'il y a une véritable volonté des acteurs d'agir ensemble. Ceci dit, ce n'est pas forcément évident, et à travers les exemples qui vous seront donnés, vous aurez des moyens de comprendre que des choses sont possibles, même si elles sont complexes. Je vais donner la parole tout de suite à Monsieur Christian Nibourel, qui va donc nous présenter 2 exemples phares. Chaque intervenant va vous présenter 2 exemples phares. Après, nous débattrons ensemble de questions telles que la question de l'impact, la question de la gouvernance, les difficultés. Et puis après, il y aura une séance de questions-réponses avec la salle. Monsieur Christian Nibourel. Très bien, écoutez, merci. Si vous m'entendez, oui, merci. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Alors, Accenture, juste un mot, on est engagé effectivement dans les actions de mécénat de compétences depuis de très longues années, d'ailleurs, je crois depuis la création d'Accenture. Et on a un axe de l'ensemble de l'organisation Accenture autour de ce qu'on appelle Skill to Succeed. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avant, les fondations et les mécénats de compétences étaient un peu laissés à la main des géographies des différents pays. Mais finalement, on s'est aperçu que ce qu'on voulait, ce qui était important, c'est d'avoir un effet de levier, et un effet de levier fort, et qu'aligner l'ensemble des fondations et des organisations autour d'un thème qui était finalement de ramener les gens à l'emploi, soit en création d'entreprise, soit en termes de formation pour qu'ils trouvent un emploi, était un axe fort d'Accenture au niveau mondial et permettait d'avoir un effet de levier supplémentaire pour ramener le maximum de gens à l'emploi et permettre de maximiser finalement notre impact en termes d'insertion. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point était de dire finalement au niveau local, lorsque l'on regardait les actions que l'on avait, moi je disais toujours, finalement on fait des choses plutôt bien, mais toujours pareil, le niveau d'échelle reste finalement limité aux moyens qu'on peut donner, nous, Accenture, sur ces marchés. Donc l'idée est venue assez vite de travailler en collaboration avec d'autres entreprises pour, bénéficier effectivement du savoir-faire des autres entreprises qui, elles aussi, avaient leur propre programme, et puis de voir comment, ensemble, on pouvait avoir plus d'impact sur ces actions. Donc on a créé, dernièrement, on a fait une initiative il y a à peu près 2 ans, qu'on appelle le collectif pour l'emploi. On a travaillé avec 5 entreprises, donc on a travaillé avec des entreprises diverses d'ailleurs, on travaille avec Vinci, avec AG2R, avec SFR, avec ADECO. Alors là, on ne travaille pas avec Manpower, mais on a des actions, on travaille un petit peu avec tous, et puis nous, bien entendu, Accenture. Et là, l'idée, c'était de mettre en commun nos forces et nos actions autour de ce collectif pour l'emploi. Alors, on a décidé d'intervenir, on voulait intervenir dans 3 régions pour tester un peu le dispositif. Donc, on intervient sur le Grand Lyon, on intervient sur Marseille et on intervient en Seine-Saint-Denis. Donc là, l'idée, c'est ensemble de travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, c'est-à-dire pas d'arriver comme ça avec les 5 entreprises, mais de travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, de les mobiliser autour d'un objectif, c'est de ramener à l'emploi les gens qui sont effectivement éloignés de l'emploi, mais par rapport à un bassin d'emploi et par rapport à des métiers en tension dans le bassin d'emploi. Donc là, tout commence bien sûr par une analyse et un diagnostic. Donc là, si vous voulez, de façon concrète, on a dû mobiliser plus de 800 acteurs. On a dû faire travailler ensemble à la fois les gens du secteur public, les associations, les gens du secteur privé. Là, après, on pourra parler des problèmes, parce que effectivement, on s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple de faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs. C'est pas tellement ça, c'est-à-dire qu'ils étaient contents de travailler, mais qu'il manquait une structure, bizarrement. C'est-à-dire que moi, si on m'avait posé la question au départ, quand nos équipes ont commencé à travailler, on n'avait pas l'impression que ces acteurs ne se parlaient pas, quoi. Et on s'aperçoit que finalement, sur un territoire, les acteurs ne se parlent pas, donc il y a une déperdition entre eux, et ils ne se parlent pas parce que forcément ils ne veulent pas, mais parce que personne ne les a organisés à travailler ensemble. Donc ça, c'était déjà une première chose. Et puis après, focaliser l'ensemble de nos forces et de ces acteurs autour de solutions pour ramener les gens à l'emploi à partir de ces problématiques et ces déficits d'emploi sur ces métiers en tension. Donc là, on commence à avoir des initiatives qui sortent. Sur Marseille, on est en train
d'avoir une boutique école autour des métiers du commerce, animée par les professionnels de nos entreprises. Sur Lyon, on va plutôt travailler autour des métiers de la programmation, autour d'un programme qui pourrait s'appeler Web et Toi. Et là, on travaillera plutôt dans les écoles pour amener les gens aussi dans ces métiers du numérique. Voilà. On pourra aborder tout à l'heure les difficultés ou les avantages dans le débat, mais ce qui paraît important, c'est d'arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs en partant des savoir-faire des entreprises qui sont mobilisés. Deuxième exemple, c'est peut-être plus classique, c'est Passeport Avenir. Bon, Passeport Avenir, vous le connaissez certainement, donc j'en assure la présidence. Passeport Avenir, c'est 4300 jeunes par an qui bénéficient de ce programme. C'est plus de 600 ateliers qui sont délivrés. C'est 1400 bénévoles qui sont mobilisés autour de ces programmes. C'est 30 entreprises qui adhèrent à Passeport Avenir et c'est 200 tuteurs. Là encore, c'est 200 établissements scolaires qui adhèrent au programme. Bon, là encore, c'est l'effet de levier maximum pour pouvoir amener les gens, finalement. Là, c'est les élèves qui sont de milieux défavorisés pour les amener dans les écoles, dans les grandes écoles. Il y a des acteurs publics aussi. Il y a des acteurs publics aussi dans le dispositif en termes de financement. La nouveauté, c'est que cette année, on a décidé de rentrer dans les régions et donc d'avoir des antennes de Passeport Avenir dans les régions pour être au plus près, toujours pareil, au plus près des bassins d'emploi et des bassins de formation, et de travailler avec des entreprises aussi de taille intermédiaire. C'est-à-dire que avec Passeport Avenir, on est plutôt sur des entreprises nationales, puisque l'idée c'était d'avoir une couverture nationale, donc part avec Orange ou avec SFR, c'est toujours pareil, on avait des couvertures nationales assez fortes. Nous, Accenture, non, parce qu'on est plutôt sur Paris, Toulouse et un peu sur Marseille. Mais bon, on n'avait pas cette possibilité d'inonder le territoire. Là, ce qu'on veut, c'est amener des ETI, voire des PME, dans le dispositif Passeport Avenir, là aussi, pour avoir un facteur de démultiplication plus fort. Mais là, ça oblige d'avoir des antennes locales pour pouvoir faire ce développement. Et puis on va, donc on parle d'innovation, on va travailler on va lancer la semaine prochaine les premiers MOOC. Ça, c'est une exclusivité pour le Mécène Forum. De formation, voilà. Donc je crois que c'est la semaine prochaine ou cette semaine. Non, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va lancer ça. Donc ça sera chez nous, chez Accenture. On va avoir les premiers éléments qui vont dévoiler ces MOOC, qui permettront là aussi d'apporter un peu d'innovation et surtout de démultiplication. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la diffusion qui est importante. Voilà. Et puis, merci beaucoup pour cette présentation très, très claire et très concise. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dimension régionale dans les deux exemples, l'importance de cette dimension régionale. Pour passer directement au deuxième exemple, je vais inviter la technique à lancer la vidéo de l'Alliance sur l'éducation et Bernard Nebout pourra compléter en fait avec cette petite vidéo très didactique sur des éléments de l'Alliance pour l'éducation. Si on peut lancer le film. Petit suspense. Normalement, ça marche. On a tout testé. Plus de 140 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. Un fléau. Prévenir ces sorties prématurées est essentiel, car l'échec scolaire conduit à la perte de confiance en soi.
Bien, mais bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être avant d'aller directement sur l'Alliance, quelques mots sur notre fondation, la fondation du groupe, qui est une fondation modeste par sa taille, avec beaucoup d'ambition. Elle a été créée en 2009, en fait, à partir d'un constat qui, d'ailleurs, si je vous en parle, c'est parce que ça guide à peu près toutes les décisions qui sont prises depuis en termes de choix. En réalité, moi, je venais non pas du monde des associations, du monde des fondations, mais plutôt du réseau de Manpower. Et je savais que, en fait, nos collaborateurs, de façon très large et très spontanée, s'engageaient de façon régulière sur des actions de bénévolat auprès d'associations, de maisons de l'emploi, de missions locales, etc. Et il nous a semblé à un moment tout à fait important de montrer un signe d'intérêt de l'entreprise et de solidarité de l'entreprise vis-à-vis de cette volonté d'engagement des collaborateurs. Donc on a créé en 2009 la fondation, qui est une fondation d'entreprise, avec un premier axe qui nous semblait évidemment naturel, qui était celui de l'accès à l'emploi des jeunes qui en sont les plus éloignés. C'est là où on avait évidemment un effet d'expertise évident. Et puis très vite, on a voulu aller plus loin, ou plutôt aller en amont du problème qui a été évoqué dans la petite vidéo, à savoir ce chiffre de 140 000 jeunes qui arrivent tous les ans, sur le marché, qui n'ont ni formation ni diplôme, et que nous connaissons puisque nous les rencontrons, nous, dans le cadre de nos activités. Et on s'est dit que finalement, l'effet curatif que nous apportions en essayant d'aider à l'emploi, d'accéder à l'emploi à ces jeunes, il allait peut-être falloir aussi contribuer à diminuer cette espèce de catastrophe que le système aujourd'hui produit, à savoir tous ces jeunes qui arrivent sur un marché du travail sans avoir aucune des clés qui leur permettent d'y accéder. Donc on est allé sur l'éducation. Ça, c'est une tendance qu'on remarque, effectivement, qu'un mécène mature qui commence à bien connaître une problématique se dise « je souhaite intervenir en amont et pas uniquement en réparation ». Et du coup, de façon collective aussi, puisque l'action individuelle est bien, mais on se rend compte à un moment donné, quand je dis individuel, en fonctionnement en binôme, on va dire, dans un premier temps. Et donc ça pousse à agir aux racines du problème et de façon collective. Donc c'est l'exemple de l'Alliance. Voilà, et donc là encore, comme je le disais, ne connaissant pas ce milieu, j'avais très peu de contacts dans le monde des associations. Donc j'ai découvert peut-être un peu naïvement ce qui s'y passait. Je fais le constat que d'autres avant moi ont fait lors de ces interventions ce matin, à savoir que chacun intervenait de façon assez cloisonnée, concentré sur ses propres cibles et ses propres objectifs, d'une part auprès en tout cas en ce qui concernait les mécènes, et qu'on retrouvait en fait exactement le même schéma auprès des associations qui œuvrent, entre autres dans le monde de l'éducation, dans des collèges, et qui, travaillant sur la même cible de jeunes qui sont décrocheurs ou en risque de décrochage, ne se connaissaient pas. Donc ce que l'on a fait, Bérénice, qui est là notre secrétaire générale, a organisé des forums pour déjà faire se connaître entre elles les associations que nous soutenions. Et puis, quelque part, il y a eu ce déclic avec Anne Mical qui nous a parlé d'un projet qui était celui de l'Alliance. Alors ça a tout de suite eu un raisonnement très fort chez nous, puisque l'Alliance, son projet, c'est précisément d'apporter une réponse à ces deux constats-là, à savoir travailler non plus seul, mais en co-construction avec d'autres fondations. Donc là, on s'est retrouvé à 7 fondateurs, 6 fondations, plus la Caisse des dépôts et consignations. Et dans un deuxième niveau, ça a été de sélectionner des associations qui toutes œuvraient sur un même territoire, sur une même cible de ces jeunes et dans le réseau de l'éducation prioritaire, et de faire en sorte que, là aussi, elles acceptent, ces associations, d'abolir un peu les frontières qui les séparaient, et sans abandonner nullement leur spécificité, leur savoir-faire, de travailler plutôt en synergie, de façon à ce que petit à petit, de 5, 6 ou 7 programmes, on finisse par avoir un programme unique qui trouve toute sa cohérence et qui puisse évoluer de façon efficiente sur la cible qui avait été choisie. Donc on a tout de suite adhéré et participé, on est très fiers de ça, à la création de l'Alliance. Et on voit le point commun entre les exemples côté Accenture et le vôtre, c'est le fait de créer du dialogue avec des acteurs de terrain, soit qui ne se parlent pas parce que les circuits existants font qu'ils ne se rencontrent pas, ou alors des acteurs associatifs entre lesquels il peut y avoir une certaine forme de concurrence
Et le mécène a toute la légitimité pour justement créer ce dialogue. Alors, tout à fait. Alors, il y a un deuxième exemple qui semblait intéressant, en tout cas, à développer, mais qui est très, très différent. On a en effet une deuxième fondation, qui est une fondation sous égide, qui a été créée, elle, en 2014, sous égide de la fondation FAS, dont nous sommes membres fondateurs depuis pas mal d'années. Cette fondation, en fait, on l'a créée parce qu'il y avait une expérimentation, et là on arrive sur l'innovation sociale et sur les phénomènes d'innovation de façon générale. On a une de nos filiales qui était une SS2I, qui est toujours une SS2I bien sûr, qui avait créé en Bretagne un programme qu'ils avaient appelé Penbraise. Alors Penbraise, parce que quand on est en Bretagne, il semble nécessaire de parler breton. Donc Pen, c'était surtout pour dire programme des entreprises numériques, du numérique. Et, enfin, le plan, pardon. Donc là, cette expérience, en fait, c'est ce qu'on appelle de la médiation active, qui n'est pas de l'intermédiation. On avait fait le constat que beaucoup d'entreprises, et je l'ai entendu déjà ce matin évoquer, beaucoup d'entreprises sur des territoires, et là c'était la Bretagne, dans le secteur du numérique, ne trouvaient pas les collaborateurs et les compétences dont elles avaient besoin. Mais elles butaient devant des problématiques de recrutement qu'elles n'arrivaient absolument pas à résoudre, et leur développement en était affecté. Dans le même temps et sur les mêmes territoires, on a des gens qui sont des demandeurs d'emploi, qui pour certains ont déjà des qualifications dans le domaine du numérique. Donc là, on est un petit peu différent de ce que Frédéric évoquait avec Simplon. On est là sur des gens qualifiés, mais qui également n'arrivaient pas à se mettre en relation avec ces entreprises. On a travaillé là avec Pôle emploi et avec le Syntec numérique sur des dispositifs existants qui sont les préparations opérationnelles à l'emploi, qui sont des formations de moins de 400 heures. Mais ce que l'on a constaté, c'est deux choses. C'est d'une part qu'il fallait arriver à faire évoluer la vision que les entreprises avaient de leurs besoins. C'est-à-dire que nous avons fait un gros travail, et nous faisons un gros travail auprès des entreprises pour leur dire, vous avez un échec pour trouver des gens que vous souhaitez avoir un bac plus 5, être des jeunes diplômés bac plus 5, vous n'en trouvez pas, vous ne vous développez pas, ça fait 1 an, 2 ans que vous cherchez. On va vous démontrer, on va démonter déjà un petit peu votre besoin pour mieux analyser ce qu'il y a à faire dans votre entreprise. Et là, généralement, on arrive à une conclusion qui est de dire, mais certainement, pourquoi pas un senior bac plus 3, pourquoi pas un jeune bac plus 2 avec telle et telle formation complémentaire, on peut y arriver. Mais ça, on y arrive uniquement parce qu'on met des professionnels qui sont capables de parler le même langage que l'entreprise. De l'autre côté, on fait un gros travail sur les demandeurs d'emploi que nous adressent, qui sont tous des demandeurs d'emploi de longue durée que nous adresse Pôle emploi. Et on fait une mise en relation des uns avec les autres avant d'entamer une formation. Alors, le résultat, à la lecture comme ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'une grande originalité, si ce n'est qu'on va en profondeur sur ce dossier. Le résultat, c'est quoi? C'est que quand le Syntec numérique nous dit que sur ces préparations opérationnelles à l'emploi... Peut-être le Syntec numérique, préciser que c'est un syndicat d'entreprises... Des entreprises du secteur numérique. Oui. Quand ils font ce genre de préparation opérationnelle à l'emploi, environ 60% des gens qui passent dans ces formations sont en emploi durable, et l'emploi durable est généralement 6 mois ou 1 an maximum, mais en tout cas, on a une déperdition relativement forte. Notre dispositif, aujourd'hui, est à 97% d'emploi durable, et là, c'est du CDI. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup de monde, et on va pouvoir tout à l'heure parler aussi des difficultés qu'il peut y avoir, mais Là, ce qui est intéressant de souligner, c'est l'alliance entre vous, à travers cette fondation que vous avez créée spécifiquement pour cet objectif-là, entre un syndicat d'entreprises du numérique qui, je crois, compte 300 membres, donc quand même un gros syndicat, et Pôle emploi. Donc on voit la diversité des acteurs qui convergent vers cette question de... Il y a une différence d'ailleurs avec Pôle emploi, c'est-à-dire qu'au départ, Pôle emploi a été un partenaire incontournable, évidemment, puisqu'on travaille sur des demandeurs d'emploi de longue durée. Et aujourd'hui, on a signé avec eux un consortium, ils sont entrés dans un consortium que l'on vient de créer, de façon à en fait devenir finalement plus qu'un partenaire, mais un co-fondateur ou un co-constructeur du dispositif. Ce qui les engage beaucoup plus, avec nous une volonté, c'est que petit à petit, ce programme puisse devenir un dispositif du service public de l'emploi. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nebout, pour ces 2 exemples très intéressants.
On va passer de l'insertion professionnelle à, on va dire, plus une question de vivre ensemble. Je vais laisser Firoz dire 2 mots de présentation de ces 2 exemples et après on lancera une petite vidéo qui vous présentera l'école de la philanthropie. Firoz. Pardonnez-moi à la fois de mon petit retard et de ma toux. Merci Sylvaine. Donc effectivement, les 2 projets dont je souhaitais parler aujourd'hui, quelque part illustrent la stratégie, la vision, l'approche que Ariane de Rothschild a pu vous présenter plus tôt sur ce même plateau, à savoir que ces fondations, donc les fondations Rothschild, c'est une dizaine de fondations dans le monde qui ont cette particularité de véritablement travailler en réseau et d'aller chercher partout ce qu'on espère sont les meilleures pratiques, faire venir en France des projets inspirés d'Inde ou de New York, faire aller en Espagne des projets qui nous viennent d'Afrique. Donc on joue beaucoup ce phénomène de réseau. Ces projets également illustrent chez nous un fort engagement qui s'est resserré, comme elle l'a expliqué depuis 10 ans, sur le social. Donc que ce soit dans les arts, l'entrepreneuriat, l'éducation philanthropique ou la santé, la fibre sociale aujourd'hui est incontournable, indispensable. La dimension inclusion est importante. Encore une fois, Ariane parlait ce matin de notamment ce programme qui rassemblait des entrepreneurs juifs et musulmans. Donc nous n'avons peut-être pas peur des mots, nous n'avons pas peur effectivement de parler de communauté, de religion, d'affiliation. Donc on a effectivement cette formidable peut-être liberté qui nous est donnée en tant que fondation familiale et indépendante. Et enfin, le point le plus important, me semble-t-il, c'est cette notion de passerelle. Effectivement, on considère que la philanthropie privée, la philanthropie familiale, est en fait un merveilleux, un formidable laboratoire d'idées. Et je pense que mon équipe partagera avec moi cette passion que l'on vit au travers de ces idées, de ces solutions qu'on cherche quelque part d'imaginer. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas le faire seul. Et c'est là où effectivement interviennent des liens forts avec d'autres fondations, le secteur privé, et bien sûr l'État, en particulier en France. Donc pour commencer, effectivement, je voulais juste vous faire quelque part partager un peu cette passion au travers d'un projet que je pourrais ensuite plus vous détailler, qui est l'école de la philanthropie. Voilà, donc si on peut lancer le film. Merci. Je savais pas que c'était possible à notre âge de faire ça. Ah, je préfère aujourd'hui. Honnêtement, je préfère aujourd'hui. C'est parce que justement, on ferait ça sur plusieurs années qu'on pourrait développer une culture de la philanthropie. C'est essentiel pour les enfants de voir que ça se construit petit à petit. Faire travailler les enfants ensemble, qui vont prendre une cause commune, et c'est une aventure humaine. C'est vraiment par des actions comme ça qu'on peut continuer à réaliser pour les enfants. Merci, 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 merci. C'est la première fois qu'on voit s'établir un partenariat comme ça entre nous et Je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça dépasse tous les milieux sociaux, culturels. Vous le retrouvez dans toutes les classes. C'est de s'engager dans des
On voit vos sourires, c'est vraiment très, très inspirant. Alors, bien évidemment, j'ai vu et revu ce film Sans lasse pas, en fait. très souvent et je ressens à chaque fois la même émotion. Parce qu'en fait, le projet lui-même, comme je disais, a commencé très tôt. En fait, il a démarré en 2010-2011. Et à l'époque, on accompagnait une organisation très intéressante à New York qui s'appelle Common Sense et qui cherchait justement à promouvoir ce qu'on appelle en anglais le service learning, qui est une notion très anglo-saxonne où très tôt, en fait, les jeunes s'approprient ces notions d'engagement, de citoyenneté, sur très souvent ce qui est une philanthropie de proximité. Autrement dit, comme je dis souvent, quelque part, c'est en même temps généreux et en même temps assez simple que d'aller voir papa-maman pour demander un chèque de 20 € pour la Croix-Rouge. Or, pour nous, la philanthropie, d'une part, ce n'est pas uniquement l'affaire de riches, ce n'est pas uniquement une affaire d'argent, et c'est avant tout, effectivement, un engagement qui réveille chez les enfants aussi un esprit critique. Et je tiens effectivement là aussi à insister sur ce point-là. Cet esprit critique, en fait, est reposé sur des vraies études. Effectivement, beaucoup viennent des États-Unis, qui justement démontrent à quel point la manière dont l'enfant s'approprie une cause, d'abord qu'il comprenne c'est quoi la philanthropie, ensuite effectivement qu'il en définisse ses grandes causes, ensuite effectivement qu'il puisse identifier en classe de manière consensuelle des associations, et ensuite bâtir une action. C'est un travail effectivement qui dure durant toute l'année et ça permet ensuite à l'enfant de pouvoir, curieusement, je dois dire, exceller dans d'autres matières. Donc il y a des liens effectivement très forts qui se créent entre ce programme et le programme scolaire. Donc ce qui était important pour nous, c'est justement de pouvoir démontrer cette notion très élargie, très démocratique de la philanthropie. Je ne vous cache pas que nous souhaitions d'emblée à ce que ce programme soit inscrit à l'école publique. Donc c'était quelque chose qui devait faire partie de l'école publique, d'où effectivement ce lien très en amont avec l'éducation nationale. Deuxièmement, effectivement, il était important aussi, entre guillemets, de relégitimer le mot philanthropie, qui, même aux yeux de nombreux instituteurs ou professeurs des écoles, était un mot effectivement qui était lié à la richesse, au capital. On a même un moment réfléchi en disant est-ce que finalement on allait appeler ça l'école de l'engagement, et en fait non, notre conseil a considéré que la philanthropie a une vraie légitimité, une vraie genèse, et qu'effectivement quelque part notre rôle c'était effectivement d'en réhabiliter quelque part aussi la réputation. Et enfin, pour rien vous cacher, vous imaginez Rothschild au sein de l'éducation nationale. Donc là aussi, ça a été effectivement un vrai combat. Et c'est là où on revient systématiquement à ce que je disais plus tôt, cette formidable indépendance, autonomie qu'on a en disant mais on n'a pas effectivement d'enjeu autre que pouvoir effectivement quelque part contribuer au bien commun, faire évoluer les sociétés, faire évoluer les mentalités. Là, ce qui est intéressant dans ce projet qui aujourd'hui a changé d'échelle, ce film date un peu, mais j'ai dit effectivement à une de mes collègues, je tiens à ce que vous montriez parce que pour moi, il cadre vraiment l'émotion. Parce que ce que vous voyez, c'est non seulement bien avant tout les enfants, la manière dont ils s'engagent. Vous voyez les profs derrière qui sont je dirais plus les accompagnateurs que les enseignants. Ça change un tout petit peu aussi les relations au sein de la classe. Ça touche également, donc là, on commençait sur Paris, des arrondissements effectivement plutôt confortables du 16e jusqu'à des arrondissements plutôt complexes du 19e, du 20e ou limite 17e. Du coup, votre partenariat avec l'Éducation nationale, il est à la fois au niveau du ministère et aussi au niveau local, c'est ça? Et au niveau effectivement des rectorats aussi. Et au-delà effectivement des partenariats, on voulait effectivement inviter d'autres philanthropes dans l'aventure. Donc vous avez vu effectivement des noms dont certains sont assez connus, mais qui n'ont pas effectivement hésité de venir en classe, de témoigner sur quoi, et chacun d'apporter effectivement son expérience personnelle. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. Aujourd'hui, nous avons effectivement, au-delà de ce pilote, véritablement procédé à un changement d'échelle. Pour commencer, nous avons lié un lien fort avec la Ligue de l'enseignement. Je rappelle, Rothschild, la Ligue de l'enseignement. Passerelle des mondes qui ne se côtoient pas. Eh bien, c'est faisable. On y est arrivé. C'est ça notre combat. C'est casser les frontières. C'est véritablement aller quelque part, comme je dis souvent, où on ne nous attend pas. Mais plus que ça, et aujourd'hui je salue effectivement nos nouveaux partenaires, que sont la Fondation de France, qui effectivement a
trouvé que le projet était formidable et que, bien sûr, ont une puissance que nous n'avons pas, à savoir, c'est une fondation qui a sous son égide, je crois, 800 fondations. Et ça permet effectivement ensuite de véritablement relayer ce programme, cet esprit, et véritablement maintenant dans une logique de partenariat, parce que bien sûr que la Fondation de France apportera sa réflexion, son expérience dans ce projet. Donc c'est vraiment ça le changement d'échelle. Et quand plutôt, je crois, c'était Frédéric disait que c'est un monde un peu éclaté où tout le monde fait des actions parallèles, ben oui, moi-même je constate, et justement ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer quelque part de pouvoir aussi consolider certaines de ces activités. Donc c'est un projet effectivement qui touche beaucoup de nos critères et que nous poursuivons avec beaucoup de passion. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand il y a une vision commune autour d'un sujet, et bien justement les frontières peuvent se franchir pour aller vers des alliances assez inattendues. Et j'ajouterais qu'encore une fois, ce lien, notamment en France, alors comme vous savez, nous ne travaillons pas uniquement en France, mais ce lien avec l'État, merci Sylvain de l'avoir rappelé au niveau de l'éducation nationale, et l'État ou ses émanations, et nous semble effectivement fondamental. Pendant très longtemps, l'État-providence, effectivement, était censé, comme on dit en anglais, de caretaker. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, comment même cette génération-là, la génération de nos enfants, quelque part, a besoin aussi de prendre les choses en main. Et c'est d'une chose que de soutenir le Bangladesh, et il faut le faire. Et en même temps, effectivement, qu'est-ce qu'on fait à côté de SDF qui sont au coin de la rue quand on sort de chez soi. Et il n'est jamais trop tôt pour, quelque part, avoir cet esprit philanthropique. Je bascule effectivement rapidement sur le deuxième sujet. Alors là, effectivement, autre domaine, aussi en amont avec des partenaires publics ou parapublics, dont je salue la présence, les Beaux-Arts, le Théâtre de la Colline, Strasbourg, qui là, effectivement, touche à une question encore plus épidermique en France, qui est effectivement cette notion que notamment Saïd Amouche a citée plus tôt, qui est la question de diversité. Et en fait, tout a commencé par une simple anecdote. 2013, Festival d'Avignon. Je suis présent avec mon épouse qui est effectivement pakistanaise, enfin américaine, mais d'origine pakistanaise, qui tout à coup, on parlait effectivement de ce besoin de construire des ponts et tout ça. Elle se retourne autour d'elle et elle se dit, mais excusez-moi, vous êtes tous blancs ici. Et en fait, il y a eu un silence, je ne citerai pas les gens présents, mais c'est vrai qu'effectivement, ne pas avoir peur des mots, je crois effectivement, a permis, en tout cas dans ce groupe, de personnes beaucoup incarnées par, à l'époque, Stanislas Nordet, qui était artiste invité au Théâtre de la Colline, de dire, ben, écoutez, oui, c'est vrai qu'effectivement, dans l'univers du théâtre en particulier, c'est beaucoup de l'entre-nous. Alors effectivement, on est dans un monde humaniste, culturel, intellectuel. Comment fait-on pour franchir ces barrières? Et donc, quelque part, nous avons lancé un programme qui s'appelle Premier Acte, et qui, effectivement, touche la question de la diversité en France sur les scènes théâtrales. Et pour ce faire, effectivement, nous avons pris des risques juridiques. Et encore une fois, je remercie la Colline de les avoir partagés avec nous, à savoir qu'en France, on ne peut pas faire de discrimination positive. Donc comment fait-on effectivement pour bâtir un programme qui répond à cette question? Et en fait, le critère était tout simple, c'est de dire effectivement les jeunes acteurs qui rejoindront ce programme, qui ont en fait eu toute une série d'ateliers durant toute l'année avec les plus grands metteurs en scène, les plus grands parrains comme Emmanuel Béard. Vraiment, on a rassemblé autour de nous des gens qui comptent en France dans le monde de la culture et qui sont rentrés dans le combat avec nous. Comment fait-on effectivement pour ne pas enfreindre la loi? Et donc le seul critère, c'était: avez-vous fait l'objet d'une discrimination, quelle qu'elle soit? Il s'avère que les 2 premières années, je dirais qu'à hauteur de 95%, toutes les candidatures que nous avons reçues étaient soit noires ou d'origine maghrébine. Ce qui veut dire qu'en France, comme je dis souvent, la discrimination, souvent, est liée au faciès. Il s'avère que depuis lors, les choses se sont élargies. La discrimination est également sociale. La discrimination est également en termes de hommes et femmes. Donc, effectivement, le profil, quelque part, de nos acteurs s'est élargi. Mais c'est intéressant parce que ce programme-là, et je termine ce point-là, Sylvie, ce programme-là, tout à coup, a réveillé, enfin, c'est probablement l'un des programmes qui, aujourd'hui, est le plus commenté en France. Il y a eu des plateaux, on a discuté à Avignon, il y a eu des combats épiques sur les scènes de théâtre, que ce soit à Strasbourg, parce que maintenant, Strasbourg est entré dans l'aventure, Grenoble est également rentré dans l'aventure, donc on sort quelque part aussi de l'univers parisien. Mais quelque part, voilà, notre rôle en tant que philanthrope, c'est aussi un rôle de plaidoyer, c'est d'aller au-delà quelque part des programmes et de pouvoir effectivement, au travers de ces programmes, de cette expérience, de pouvoir partager nos expériences, mais également de prendre position.
Et je crois effectivement que dans son programme, nous avons pris position. Merci. Et vous avez pris position, ce qui est intéressant de souligner, avec la Fondation SNCF, puisque le programme Premier Acte sur la dimension collective intègre aussi. Et là, encore une fois, je remercie effectivement nos partenaires à la fois de ce mécène forum et également dans ce programme Premier Acte, effectivement, de la Fondation SNCF, qui elle aussi, comme nous, n'a pas hésité à prendre un risque, nous a rejoint effectivement dans cette aventure. Et là, de nouveau, il y a un vrai travail de partenariat qui s'opère entre les deux fondations. Merci beaucoup, Féroze. On va passer à l'expert, au regard de Marc Pfizer, qui va vous donner un peu une vision d'ensemble. Vous en avez déjà une, j'espère, très concrète à travers ces exemples très intéressants. On voit l'importance de créer du dialogue, de l'approche territoriale, comme on dit, bottom-up, de créer des synergies entre des acteurs qui ne se parleraient pas et grâce à ces projets au service d'une vision, de quelque chose de suffisamment, on va dire, important, qui fait que les barrières tombent et qu'on a envie d'agir ensemble. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot d'introduction avant qu'on lance la vidéo, ou alors on va vous lancer une petite vidéo, alors en anglais, mais je vous rassure, elle est très courte et très visuelle, elle vous fera comprendre ce que c'est que le Collective Impact. La version française est encore à venir. Bonjour tout le monde. Heureusement, je suis venu de Genève, pas de Zurich, sinon je me sentirais obligé de vous adresser en suisse allemand. Voilà. Donc, nous avons 10 ans maintenant plus de travail sur le Collective Impact, particulièrement aux États-Unis, mais aussi en Europe. C'est beaucoup à résumer en quelques minutes. Alors, juste pour commencer, c'est que il y a beaucoup plus de détails de ce que je vais dire en quelques mots sur le Collective Impact Forum, qui est une communauté de 13 000 membres maintenant à travers le monde, qui travaillent sur des initiatives d'impact collectif. Alors, je vais partager 3 messages sur l'impact collectif. D'abord, est-ce que ça marche? Alors, on a des douzaines d'initiatives qui sont évaluées. On va continuer ce travail d'évaluation, particulièrement évidemment aux États-Unis, parce qu'elles ont plus d'années déjà, beaucoup de ces initiatives. Mais oui, on a un impact assez extraordinaire. On a des retournements sur la justice juvénile dans des territoires entiers, sur New York, de réduction d'incarcération des jeunes de 50%. On a un retour, une décroissance de l'obésité dans des régions comme le Colorado ou le Massachusetts, où les taux d'obésité ont monté et grimpé pendant une vingtaine d'années, et on voit des retournements de ça. On voit au niveau global, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives d'impact collectif qui travaillent au niveau mondial, par exemple sur la malaria, qui est une structure d'impact collectif sur plusieurs niveaux international ou local, d'une décroissance de 60% de la mortalité sur la malaria. Donc oui, ça marche.
Il y a une ampleur en Europe maintenant sur ces initiatives. On voit des fondations comme Bertelsmann en Allemagne qui répand ça dans plusieurs villes à travers l'Allemagne, Realdania au Danemark qui s'engage sur l'impact collectif sur 3 grandes questions au Danemark. À Londres, le West End London Zone qui est aussi sur le même sujet de décrochage des jeunes qui utilisent ces principes d'impact collectif. Donc il y a un engagement et ça marche. Deuxième message, c'est que souvent on ne comprend pas en fait, est-ce que c'est différent d'un partenariat multisectoriel, partenariat, on fait ça depuis des années. Et oui, c'est différent. Et pour bien comprendre la chose de manière un peu simpliste, mais c'est comme ça qu'on a un peu décortiqué ça dans beaucoup d'articles sur l'impact collectif, c'est de parler en fait de la nature des problèmes. On parle des problèmes simples, compliqués et complexes. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur la malaria, j'aime bien utiliser cet exemple. Un problème simple sur la malaria, c'est de traiter quelqu'un qui a la malaria. Un problème compliqué, c'est de développer un nouveau médicament pour la malaria. Un problème complexe, c'est d'éliminer la malaria au niveau global, qui est maintenant sur l'agenda global de l'OMS et des acteurs qui s'engagent sur la question. Et comment est-ce que c'est différent? Un problème simple, traiter quelqu'un avec un médicament, on connaît la solution à 100%, il suffit de rassembler les ressources de plusieurs partenaires, il suffit d'engager quelques partenaires, particulièrement peut-être dans le développement comme on dit, dans last mile de health workers, hein, des soins primaires, d'engager la capacité du système, et on arrive à 100% de résultats si on a rassemblé les ressources nécessaires. Ça, c'est un problème simple, c'est un partenariat souvent, mais ce n'est pas de l'impact collectif. Les problèmes compliqués, comme développer un nouveau médicament, on connaît les protocoles, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une trajectoire d'activité absolument fixe, mais si on applique des protocoles, si on engage des experts qui sont souvent au niveau mondial, des donateurs privés et publics, comme ça se passe en ce moment sur la malaria, des scientifiques à travers le monde, des équipes, l'industrie pharmaceutique pour développer les médicaments et les distribuer. Si on engage tous ces partenaires, on suit un protocole déjà défini, on a une grande chance, ce n'est pas absolu, mais on a une grande chance de réussir, surtout si les ressources sont suffisantes. C'est déjà un partenariat multisectoriel beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas encore de l'impact collectif. L'impact collectif, c'est l'élimination de la malaria. C'est qu'on ne connaît pas la solution au problème. On sait que le problème est systémique. Il s'agit par rapport aux bénéficiaires, celui des 250 millions de personnes qui souffrent de la malaria, ou qu'on prenne le jeune en décrochage d'emploi. Si on suit le parcours de cette personne, on voit qu'il y a plusieurs éléments du système qui lui fait faillite, à tous les niveaux, que ce soit de la production du médicament, à la livraison du médicament, à l'intervention d'autres acteurs sur les vaccins ou sur les bed nets, les moustiquaires, etc. Il y a tout un système qui est impliqué et qui doit être évolué et modifié pour ne plus faire faillite à ce bénéficiaire. Quand on engage dans l'impact collectif, on n'engage pas une solution prédéterminée, où on va dire voilà le programme à dérouler à l'échelle. Non, on va engager les acteurs dans le système en faillite à comprendre ces faillites du système et à développer un agenda commun, comme on a vu dans la vidéo rapidement, pour y remédier. Et on va mutualiser l'action, elle va se séparer en plusieurs facettes où chaque acteur, comme ça a été mentionné dans certains programmes, va agir sur les éléments du système où il travaille déjà. Donc ça, c'est l'impact collectif. Brièvement, qu'est-ce qu'il faut pour amener des acteurs à l'impact collectif? De nouveau, de plus en plus documenté. Alors, il n'y a pas une solution absolue non plus, mais il y a des préconditions importantes. Préconditions, on en parle souvent de 4. 1, c'est la présence de champions à travers le système. Ce n'est pas simplement les fondations avec des ressources ou les gouvernements avec des ressources, etc., ou des entreprises, mais c'est des champions qui ont une crédibilité, une influence dans le système concerné. Et il faut un cœur, en effet, un cœur qui représente ce système. Souvent, les communautés, d'ailleurs, sont pas assez, on parle de diversité, sont souvent pas assez représentées. Et il faut des champions aussi du côté bénéficiaire dans l'impact collectif. Il faut évidemment des ressources, mais ce n'est pas les ressources comme on pense typiquement programmatiques. La ressource qui manque le plus dans l'impact collectif, c'est la ressource de financer le processus de coordination, le processus de créer cet impact collectif. Parce qu'on parle de systèmes souvent au niveau national ou même international, on ne va jamais remobiliser une nouvelle couche de financement pour s'adresser à ces problèmes à l'échelle. Ce qu'on va faire, on va remobiliser les ressources qui existent déjà dans le système.
Et donc la source de financement qui est essentielle, c'est pour l'impact collectif. Ce n'est pas pour refaire des programmes au-dessus des autres. Et puis bon, il y a d'autres critères importants, mais c'est une urgence des acteurs, des champions à s'attaquer à cette problématique. Beaucoup d'exemples, on a vu qu'il y avait des partenaires qui étaient intéressés à une problématique, mais il n'y a pas ce sentiment d'urgence. Et il faut une confiance. Il faut une confiance, un relationnel entre les parties dans l'impact collectif. Et souvent, ça peut prendre 2-3 ans de dialogue, de discussion sur les données du système, sur les faillites du système, pour que les gens se connaissent, se fassent confiance et commencent à s'engager sur une vision commune. L'impact collectif, typiquement, dure une dizaine d'années au minimum. On parle vraiment d'engagement sur la longueur. Et puis, oui, après, il y a les principes d'engagement. Les 5 ici s'avèrent justes, de nouveau, sur des douzaines et des douzaines, même centaines maintenant d'initiatives d'impact collectif. C'est toujours les mêmes composantes. Elles sont déclinées complètement de manière différente, mais il faut ces 5 éléments. L'agenda commun, c'est cette vision commune, cette stratégie commune du système. Ce n'est pas la stratégie d'un acteur, c'est la stratégie du système qui a discuté, qui a perçu par rapport à la perspective du bénéficiaire les failles du système, qui s'est dit voilà toutes les facettes à améliorer sur le système concerné, et on va décliner ça dans des sous-groupes de travail qui vont s'adresser aux différentes facettes du problème, et de nouveau ces sous-groupes vont recréer un sous-impact collectif, si vous voulez, sur la problématique. Toute cette vision, cet agenda commun doit être formulé, doit être travaillé avant de débloquer vraiment toute l'action des acteurs. Le deuxième, c'était cette mesure commune d'évaluation. Maintenant, dans un système, il y a des gouvernements, il y a des ONG, il y a des fondations, il y a des entreprises. Elles vont continuer sur leurs activités, mais elles vont les modifier par rapport à la stratégie commune. Elles vont avoir leur propre mode d'évaluation sur ces questions, mais il y aura une base de données commune à tout l'agenda collectif. Une base de données qui pourrait être partagée sur des mobilisations sur la justice juvénile pour chaque personne concernée, chaque enfant concerné, sur l'éducation, sur des villes ou des territoires entrés pour chaque enfant concerné, dans des systèmes de santé, etc. Des données qui vont être partagées sur l'évolution du système, de l'amélioration du système, et évidemment sur l'impact sur le bénéficiaire qui est concerné dans cette problématique. Donc il y a un énorme travail à faire sur l'impact, sur le shared measurement. Et puis les 3 autres conditions, donc effort mutualisé, ce n'est pas créer des projets communs, c'est de continuer son action individuelle mais modifiée par rapport à la stratégie commune sur l'impact collectif. 4e, c'est cette communication constante, un énorme investissement dans le relationnel, dans l'explication, dans la transparence de que font les acteurs, quels sont ces indicateurs qui changent, qui sont communs à l'action, et comment est-ce qu'on les travaille, on les discute. On a, comme on appelle en anglais, un learning agenda, un apprentissage commun sur cette évolution des données, où on retravaille, on restructure même toute l'action. On a des initiatives d'impact collectif qui sont déjà à leur 4e vision commune, qui sont revenus à l'agenda commun, et ils l'ont modifié, ils l'ont évolué. Ils ont aussi agrandi souvent les paramètres d'action. Quand on a du succès sur un élément ou 2 éléments ou 3 éléments du système, on commence à en prendre plus. Quand on a touché au côté éducationnel, on peut commencer à toucher au côté peut-être santé, on peut commencer à toucher peut-être au côté sport, etc. etc. Et on élargit peut-être l'action. Et finalement, le 5e, ce backbone, cette colonne vertébrale, essentielle à l'impact collectif, toujours sous-financée. On a des backbones qui ont 2-3 personnes, il y en a qui ont plusieurs douzaines. C'est le cœur de l'action, c'est en fait celle qui anime l'agenda commun, qui anime les groupes de travail, qui anime le partage de données sur le système et sur les bénéficiaires. Un énorme travail, ce backbone est absolument essentiel et toujours ce qui est sous-financé. Voilà, quelques éléments, puis on va revenir, je pense, au projet concret dans la discussion. Merci beaucoup, Marc. Je pense que c'était très, très éclairant d'avoir ces différentes caractéristiques, dimensions de l'impact collectif. Et j'ai envie tout de suite de poser la question à Christian Nibourel, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui font écho avec l'ensemble de vos exemples, mais je pense surtout au collectif pour l'emploi.
où vous avez d'ailleurs même affirmé vous être inspiré de cette stratégie de Collective Impact. Je ne sais pas sur quel point vous avez envie d'insister, si c'est sur la backbone organisation, ces structures pivots, sur le fait d'agilité permanente, c'est ce que je comprends, ce que vous avez dit aussi, Mark Pfizer. Voilà, quelles sont les choses qui font écho pour vous? Je crois que tout a été dit et très bien exprimé juste avant. En fait, la difficulté, c'est qu'on veut traiter le problème complexe, mais on veut mobiliser des moyens pour traiter un problème simple. Et ça ne marche pas. Et alors, à la fin, on s'épuise parce qu'on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Si je prends l'exemple, moi, des régions, je dis toujours ça à mes équipes, mais finalement, on se dit, bon, on va aller à Marseille ou à Lyon, c'était la même problématique. Bon, il y a des métiers en tension, il y a des demandeurs d'emploi. Bon, ben, il suffit de rapprocher les métiers en tension et des demandeurs d'emploi, et puis le problème est réglé. Bon, alors si c'était aussi simple, on n'aurait pas besoin de nous, on ne serait pas là pour en discuter. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et alors après, on dit c'est un problème de moyens. Alors moi, je souscris à 200%. Bon, notre métier, c'est de faire du conseil. Donc s'il n'y a pas de backbone d'organisation, nous, on sait que ça ne marche pas. Après, il faut que les acteurs le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que d'abord, c'est dans la durée, et ensuite que ça demande des moyens. Et que ces moyens, il faut que quelqu'un les finance. Alors, ça peut être du mécénat de compétences, ça peut être autre chose, mais il faut mettre les moyens, que ces moyens soient pérennes, et pérennes dans la durée, et puis dans l'efficacité des actions qui sont menées. Je crois que très souvent, on sous-estime la phase de diagnostic. Ça paraît idiot de dire ça, mais on sous-estime cette phase de diagnostic. Nous, quand on est arrivé sur les territoires avec ce collectif pour l'emploi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand mes équipes me disaient, tu sais, un des premiers bénéfices, c'est d'avoir fait travailler les acteurs, les associations ensemble qui ne se rencontraient pas. Pour moi, c'était l'espace, quoi. Je disais, mais bon, si on n'a fait que ça ne sert pas à grand-chose, et je bousculais un peu les équipes à ce niveau-là. Et finalement, non, c'était la réalité. Une fois que j'ai regardé les dossiers, c'était la réalité. Donc là, on a quand même un souci. Les gens travaillent en silo, font des choses très très bonnes, d'ailleurs extraordinaires, avec beaucoup d'énergie, et c'est respectable. Mais à un moment donné, on oublie ce côté, il faut désiloiser et puis arriver à partager ne serait-ce que les diagnostics. Donc si on n'a pas un beau diagnostic, ça ne marche pas. Et si on n'a pas l'organisation, ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'on est dans des écosystèmes et que les problèmes sont systémiques. Et travailler dans un écosystème où c'est systémique, ça devient très compliqué si on n'a pas cette appréhension globale. Moi, j'écoutais là, toutes ces actions que l'on fait les uns et les autres, c'est incroyablement riche. Après, vous prenez le problème des décrocheurs, oui, 140 000 décrocheurs par an. Traiter en amont, moi, je suis complètement d'accord, mais il faut aussi qu'on traite en aval. Il faut faire les deux. Il faut qu'on traite en amont et en aval. En amont pour endiguer le truc, et puis en aval. Mais en aval, comment je fais? Et c'est ça. Et vous prenez de Mitterrand à Chirac, Sarkozy et Hollande, tout le monde a parlé des 140 000 décrocheurs. Et tout le monde dit c'est un scandale. Et tout le monde dit il faut faire de l'innovation, il faut pas. Et puis personne ne traite. Personne ne traite parce que le diagnostic de départ n'est pas bon. Et si le diagnostic de départ n'est pas bon, on ne peut pas trouver de solution. Donc le diagnostic de départ, il faut dire où vont aller travailler ces gens-là. C'est peut-être une question de la dimension de ce diagnostic. C'est la question de la dimension, mais aussi de la réalité. C'est-à-dire, si je me masque à chaque fois la réalité, si je dis mes 140 000 décrocheurs, ils vont aller travailler dans l'usine demain, bon, bah, c'est une aberration. Une aberration. Donc déjà, ça va pas. Si on méprise les métiers dans lesquels les gens sont, enfin, les métiers en tension aujourd'hui, on ne peut pas faire aller les jeunes dans ces métiers en tension. Et les professionnels de ces métiers en tension n'iront pas loin non plus. Donc, le problème, il est là, c'est qu'on se masque la réalité et qu'aujourd'hui, on veut faire aller des gens là où ils ne veulent pas aller et on veut les faire aller avec des techniques qui ne leur permettent pas d'y aller. Donc on dit, on ne veut pas qu'ils aillent dans ces métiers-là, mais c'est ces métiers-là qui vont créer de l'emploi demain et on va traiter ces métiers-là avec l'apprentissage que tout le monde veut, mais l'apprentissage pour traiter ces métiers-là, ben, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Pourquoi l'apprentissage décroche? Ben, l'apprentissage décroche parce que les gens qui doivent faire de l'apprentissage doivent aller dans ces métiers à droite et on les fait travailler avec des techniques pour aller à gauche. Ben, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est du systémique, c'est de l'écosystème systémique non organisationnel. Et tant qu'on ne sera pas arrivé là, on perdra notre temps. On perdra notre temps, notre énergie et notre argent. Et ça, c'est ma conviction profonde. Donc les métiers en tension, on les connaît. On sait qu'on est passé dans un monde, je ne veux pas détourner le débat ailleurs, mais on est passé dans un monde où on est dans un monde de services. Il faut simplement l'accepter. Et les métiers en tension sont des métiers de services. 12% du PIB dans l'industrie, 3 millions d'emplois détruits, 10 millions d'emplois dans les services, 41% du PIB français, 80% de la création d'emplois. C'est là qu'il faut que je mette mon énergie, et c'est pas ailleurs. Alors, en je dis ça, bien sûr, on va dire, ça y est, lui, il va réveiller une guerre. Non, c'est pas ça. J'explique simplement la problématique d'aujourd'hui. Et après, les problèmes de diversité, les problèmes d'insertion, les problèmes de décrochage,
Il faut le faire en mobilisant l'ensemble des acteurs, mais par rapport à un objectif qui est précis par rapport à la problématique d'un secteur. Moi, quand je vais dans les régions, ils me disent tout ça. Marseille, il dit « Ah oui, mais nous, on a un problème, on ne trouve pas, on n'arrive pas à travailler en transversalité, on travaille encore en hiérarchique, alors qu'on est dans un monde de services où les gens veulent quoi? Ils veulent de la personnalisation, de l'instantanéité et du partage. Et ils veulent plus de la possession d'objets. C'est ça qu'on veut faire. Donc, il faut d'abord travailler là-dessus. Je ne m'éloigne pas du sujet. Parce que le collectif impact doit être là-dessus. Le problème complexe, c'est ce diagnostic-là. Et ce diagnostic, il n'est pas si difficile à poser. Mais on ne veut pas le regarder. C'est quand même incroyable. Mais est-ce qu'il ne nous manque pas, enfin, je ne sais pas, Bernard. Non, mais je peux vous donner juste un exemple, tiens. Comme ça, je vais fâcher tout le monde. Non, mais je vais fâcher tout le monde, parce que je sais ce qu'on va me dire d'ailleurs comme question. D'ailleurs, je vois Saïd, il va me défendre derrière. Parce que Saïd, je travaille avec Saïd. Donc, non, regardez tout ce qui s'est passé à la télé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 semaines? Sur toute la structure, c'est quoi? Il y a un drame qui se passe, oui, on va fermer une usine à Alstom. On va fermer une usine, c'est 400 personnes. 400 personnes. Bon, oui, c'est un drame, c'est des familles, c'est des machins. Oui, bien sûr, et bien sûr qu'il faut tout faire pour le sauver. Bien sûr qu'il faut... On est en train de fermer le Pullman ici, c'est 600 personnes. Il n'y a pas un politique qui est allé. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de dire, tiens, quand je vais voir là, je vais voir une usine. Ah oui, une usine, c'est une locomotive. La locomotive, je peux l'exporter. Ah bah tiens, c'est bon pour l'exportation de la France, 12% du PIB, 3 millions d'emplois. C'est pas possible. Donc ce diagnostic-là, aussi simple, il n'est pas posé. Après, vous pouvez faire tous les collectifs que vous voulez. Si le collectif, vous le mettez pour ça, ça ne marchera jamais. Si le collectif, vous le mettez, oui, dans cette direction-là, avec l'ensemble des acteurs mobilisés et avec une structure efficiente telle qu'on l'a dit tout à l'heure, là, on a une chance. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper de cible. Parce que je peux avoir le plus beau collectif emploi de la Terre, si je me trompe de cible, je me trompe de cible. Par contre, tout ce qu'a dit Firouz tout à l'heure sur toute la partie philanthropie, alors moi, j'y souscris à 200%. Parce qu'en amont, c'est là où on va commencer à faire changer les mentalités, et dans le plus jeune âge. Et ça, il faut le faire. Alors, c'est certainement une tâche colossale, et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui le font. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un gros challenge, cette question du diagnostic partagé. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez rebondir, Marc ou Bernard, par rapport à cette question d'emploi, justement, de diagnostic à grande échelle. Sur le problème du diagnostic, oui, je suis tout à fait évidemment en phase avec ce qui vient d'être dit. Alors, nous, en fait, on a en plus une difficulté importante, puisqu'on doit aussi parler des choses qui vont moins bien. Je parlais tout à l'heure de ce que l'on a mis en place avec la Fondation qui fait de la médiation active. Et globalement, on a là quelque chose qui, à notre sens, apporte... je dirais un bienfait à divers niveaux, au niveau de l'entreprise, au niveau des demandeurs d'emploi de longue durée, au niveau de la société en général. On a travaillé sur les constats d'ATT Garmonde qui a chiffré à peu près pour la collectivité ce que coûte finalement à la collectivité une personne qui est au chômage de longue durée. Et en regardant les différentes études qui peuvent être assez variables, d'ailleurs, puisque selon qu'on prend les coûts directs, indirects, les manques à gagner, etc., on va être entre les 15 et 40 000 euros annuel pour la société tout entière pour une personne qui est au chômage de longue durée. On a un dispositif, nous, qui n'est pas marchand du tout, hein, bien entendu, puisqu'on travaille sans aucun but lucratif, si on ne facture rien, on finance tout nous-mêmes, qui coûte 1 700 € par personne. On a pu en faire la démonstration. On a déjà mis plus de 400 personnes en CDI au travers de ce dispositif. Et donc 97% des gens traités sont en CDI à la sortie. 1 700 € pour une économie qui va être entre 15 et 40 000 € pour la collectivité. On a frappé à peu près à toutes les portes, c'est-à-dire que ce soit ministère du Travail, ministère de l'Économie, on a regardé à peu près partout qui pouvait être intéressé dans une période où justement le chômage n'a pas l'air de vraiment vouloir se résorber. On s'est dit, ça va être facile, on va en fait passionner nos interlocuteurs. Et c'est assez extraordinaire, c'est qu'on passionne tout le monde, mais personne n'a de solution à nous porter. C'est-à-dire qu'on nous dit, non, c'est vraiment très très bien, mais allez voir Pôle emploi, allez voir tel service, faites faire des appels d'offres européens, si possible, enfin des choses très très compliquées. Là, on rentre dans les complications, mais on a vraiment énormément de difficultés à faire financer de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on parle par exemple d'un plan 500 000 avec d'énormes budgets pour faire de la formation. Et on nous dit, oui, mais ces budgets sont pour la formation et pas pour l'ingénierie, c'est-à-dire tout ce qui permet d'articuler une action autour de vous. Donc là, on est en train de travailler sur quelque chose qui est le contrat impact social, par exemple,
Où, là encore, je ne sais pas si vous connaissez le principe du contrat impact social, c'est quelque chose qui nous arrive des pays anglo-saxons, où finalement, quand une organisation est susceptible de faire économiser de l'argent à l'État, entre autres, on peut mobiliser des fonds privés qui seront ensuite remboursés par celui qui a économisé de l'argent. Mais le problème avec l'emploi, c'est qu'un demandeur d'emploi, il est très difficile de savoir qui finalement contribue à le financer. C'est-à-dire qu'on a de multiples acteurs payeurs, on va dire, et donc bénéficiants. Donc voilà, c'est aussi une des difficultés que l'on partage et sur laquelle on galère pas mal, parce que là, on est plusieurs à travailler depuis des mois sur ce sujet sans forcément arriver à nos fins facilement. Marc, je crois que vous vouliez réagir justement. Oui, et je pourrais réagir sur je voulais réagir sur ce que Christian a dit, mais Bernard aussi, parce que oui, on a des exemples. Le système est en silo. Et le système n'a pas envie de, nécessairement, ne peut pas, sur la structure des budgets, s'orienter vers l'impact collectif. Alors on a des initiatives où, en effet, des leaders du secteur public, avec ceux des fondations et des entreprises, des ONG, mandatent une action collective et demandent à leurs départements, à 9 départements par exemple sur LiveWell Colorado, à ne plus travailler en silo et à se mettre dans l'action, dans l'impact collectif. Donc ça demande un leadership de tous les secteurs, mais une compréhension profonde justement du fait que la manière de travailler dans des silos ne va simplement pas s'adresser aux problèmes systémiques. Je voulais donner juste un exemple très concret de ce diagnostic parce qu'il est tellement important et je suis très heureux qu'il a été. C'est ce parcours du bénéficiaire. Quand on parle par exemple du diabète, Novo Nordisk est une entreprise qui produit de l'insuline pour le diabète mondial, qui a comme mission d'éliminer le diabète. Maintenant, le problème avec le diabète, c'est de vraiment comprendre ce parcours du bénéficiaire. C'est-à-dire, il y a 2 milliards de personnes au monde qui sont à risque. Comment est-ce qu'on va s'attaquer aux facteurs à risque? Il y a 700 millions qui ont le diabète, il y en a 400 seulement qui vont chercher des soins, parce qu'entre les 700 et 400, ils ne savent pas comment chercher les soins. Il y en a 200 qui vont avoir des soins, il n'y en a que 20 millions au monde qui vont suivre ces soins correctement. Ça, c'est le parcours du bénéficiaire. Ça, c'est un exemple de diagnostic. Maintenant, à chaque décrochage dans ce système, évidemment, il y a des acteurs qui s'impliquent. Novo Nordisk regarde maintenant beaucoup plus côté ville. Ils ont traditionnellement travaillé au niveau des pays. Maintenant, ils se réduisent, ils commencent à se focaliser sur les mégapoles. De dire, voilà, le deuxième élément clair du diagnostic, c'est qui sont les acteurs qui sont déjà sur chaque élément de ce décrochage, parce qu'ils vont être les partenaires nécessaires d'un impact collectif. Donc, le diagnostic se fait sur le bénéficiaire et deuxièmement sur les acteurs. On appelle ça un systems map, de comprendre, c'est peut-être les 800 acteurs justement, qui agit sur ces éléments de décrochage. Et ça, c'est le point de départ. Après, il y a des longues discussions pour arriver... On en revient à cette question du diagnostic. Voilà, arriver à faire comprendre la nécessité de l'impact collectif. Et en vrai, ça prendra peut-être 2 à 3 ans à mettre les choses en place. Firoz, je crois que vous vouliez réagir aussi. Je ne sais pas, moi je trouve qu'il y avait un point intéressant là de se dire comment on fait justement. On est d'accord sur les problématiques. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un rôle de plaidoyer aussi des fondations. Est-ce que les fondations aussi, plus que continuer leur action opérationnelle, elles n'ont pas véritablement un rôle de plaidoyer pour faire en sorte que et les pouvoirs publics et d'autres acteurs se parlent? Est-ce que ce n'est pas un rôle majeur aussi? Absolument, mais je voulais effectivement réagir sur le plaidoyer justement de Christian. Et peut-être juste, encore une fois, je ne suis pas du tout un expert du marché de l'emploi en France, mais j'interrogerai également Marc à ce sujet. Ce qui est intéressant, je vis en Suisse, donc pays voisin. La Suisse, ce n'est pas uniquement du chocolat, des banques et des montres, c'est beaucoup de choses. C'est de l'innovation, c'est de la science, l'entrepreneuriat, c'est un vivier très très vif, notamment ce qu'on appelle l'arc lémanique, donc de Lausanne à Genève. La Suisse, effectivement, a démontré depuis des décennies des taux d'emploi extrêmement élevés, un chômage qui reste quand même dans des normes bien en dessous de la norme européenne. Et si j'ai bien compris, Marc, une des recettes quelque part de la Suisse, c'est justement ces filières d'apprentissage. C'est le fait que quand on voit la Banque Rothschild, par exemple, à Genève, tous n'ont pas fait HEC. Certains ont fait effectivement HEC, l'INSEAD et autres. D'autres, effectivement, sont partis par la filière qu'on qualifie de filière technique. Mais in fine,
Et c'est aussi important, c'est le regard que la société porte sur ces gens. Ils sont tant l'un que l'autre habilités à être des banquiers chez Rothschild. Ce qui malheureusement n'est pas le cas en France. Donc le rôle effectivement de la philanthropie, c'est justement quelque part à sa manière de créer ces réseaux d'apprentissage et ces filières qui permettent ensuite d'habiliter ces jeunes. Si je prends un exemple qu'on développe avec l'ESSEC, qui est ce programme Scale Up dont on parle beaucoup en France, qui quelque part va chercher des entrepreneurs dans les banlieues ou pas d'ailleurs. La plupart n'ont pas du tout fait HEC, ESSEC, ESCP. Mais parce qu'effectivement, ils rentrent dans un programme effectivement, qui a cette exigence, qui a effectivement des gros partenaires, dont d'ailleurs Accenture ou d'autres, maintenant ou dans l'avenir, ben ça réhabilite quelque part le profil de ces personnes. Si on prend le milieu des arts, c'est la même chose. Ces jeunes dont je parlais, ils n'ont pour l'instant en tout cas pas fait le conservatoire à Paris ou tout ce grand monde cultureux. Ben, ce programme, quelque part, les fait monter. Donc, quelque part, la philanthropie, c'est aussi ça. Et là, je reviens à cette notion de plaidoyer, c'est de dire, oui, il y a un problème de fond dans la manière dont on permet à ces jeunes de réussir aujourd'hui, dans un monde qui reste malgré tout quand même très dans l'entre-nous. Donc, comment est-ce qu'on peut casser les barrières? Et peut-être c'est au rôle de la philanthropie, pas seule, de pouvoir justement créer ces filières parallèles. Et je terminerai sur le numérique, qui est là pour moi, et c'est un point important. Le numérique, à mon sens, a des enjeux extraordinaires pour l'avenir, parce que là, pour le coup, il y aura effectivement une vraie réhabilitation qui pourra s'opérer. Je vois par exemple de plus en plus de CV qui nous sont envoyés, où les candidatures mettent en avant les cours pris sur MOOCs. Donc se pose la question de dire, dans l'avenir, qu'est-ce qui vaudra plus? Un diplôme de Harvard ou toute une série de MOOCs qu'on mettra effectivement sur un CV? C'est des vraies questions, mais le monde change. Merci beaucoup, Féroz. Je vois que l'heure tourne, donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, de passer la parole à la salle, et après, je redonnerai la parole aux intervenants pour conclure notre débat. Est-ce que des personnes dans la salle souhaiteraient poser des questions? Je vois une main qui se lève, 2. Est-ce que vous pouvez juste donner votre nom et le nom de votre structure? Et désolé de vous presser, mais de faire le plus court possible, comme on a un temps assez limité. Je suis Pierre-Jean Meurice, je suis le président fondateur d'une association qui s'appelle Les Ponts du Cœur. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est du régal, parce que j'entends des mots de transversalité et évidemment de pouvoir aider. Nous avons, avec la culture, fait des opérations en province, à partir de Toulouse. Et nous avons actuellement une opération qui s'appelle les Bancs de la Liberté, qui sont des bancs publics pour évidemment créer un monde libre et que nous mettons un peu partout en province, parce que en fait, le problème essentiel, c'est que si des idées viennent du fin fond de la province, on est dans ce système vertical où malgré tout, entre l'application sur le terrain des opérations et les accords que nous pouvons avoir avec Paris, on a l'impression qu'il y a une difficulté à ce que ça communique. Alors bon, notre opération, elle est reconnue par l'ONU, les ministères, et on n'arrive pas justement à faire la jonction entre le terrain et les décisions qui sont possibles sur Paris. Et ça, c'est une difficulté. Alors nous, on a inversé le problème. On est partout, un peu partout en France. On va se développer à l'étranger. Mais c'est vrai qu'on se dit, il y a deux mondes. Le monde de Paris et le reste. Et la transversalité, elle marche. Bon, je crois que les exemples qui ont été présentés montrent justement que peut-être, si vous avez ce sentiment-là, aujourd'hui, les choses bougent et partent pas mal du terrain. Ce que je vous propose, c'est de prendre deux, trois questions, et puis après, on donnera la parole aux intervenants pour y répondre. Bonjour, Sophie Faujour. Je suis la représentante en France de l'Association européenne de Venture Philanthropie. Donc, vraiment, tout ce qui a été dit depuis ce matin résonne tout à fait dans le sens de ce que cherche à développer cette association qui, en 2 mots, réunit des grands acteurs de la philanthropie. Comme disait Madame de Rothschild, c'est une conduite selon c'est une approche assez business de ces projets philanthropiques, et de plus en plus, ça n'a pas de connotation négative. On est juste obsédé par la mesure de l'impact, et on croit beaucoup à l'impact vertueux, au cycle vertueux de cette mesure de l'impact. Et bref,
La question. Ma question, c'est qu'on a un partenariat avec Admical qui est très riche, parce que nous représentons des fondations, mais aussi des grandes entreprises, des grandes institutions financières. Et ma question, c'est, on voit dans le panel donc des entreprises privées très, très impliquées sur ces sujets, quelles sont d'après vous les barrières essentielles à l'intérieur de l'entreprise pour que les sujets deviennent plus inclusifs et dépassent la conduite de projets à travers les fondations, mais rejoignent le core business, si je puis dire, donc les business units, le cœur du métier de ces entreprises. Très bien. Je propose qu'on prenne une deuxième question. Je ne sais pas si tu adressais ta question en particulier aux deux entreprises. C'est ça. Une autre question, je crois. Oui, un bras se lève. Bonjour, Thierry Deslauriers, directeur de l'association Au Captif La Libération, qui travaille auprès des personnes de la rue et des personnes prostituées. Et vous disiez, voilà, notre difficulté, c'est d'être entre nous et de rester entre nous. Pour les actions d'impact collectif, vous mentionnez la difficulté de mobiliser les communautés qui sont des bénéficiaires. Et puis je vois que moi-même, je suis venu tout seul ici et je ne suis pas venu avec les personnes que nous accompagnons. Et je me dis, on parle d'inclusion sociale et les personnes concernées ne sont pas là. Et on est peut-être en train de leur imposer un modèle dont ils ne veulent pas. Et en tout cas, on n'écoute pas, on n'intègre pas les idées qu'ils ont. Et donc, moi, je suis curieux de savoir quelles sont les expériences positives que vous avez eues pour avoir une vraie participation des personnes, pas celles que... on parle beaucoup de pouvoir d'agir des uns et des autres, c'est intéressant, mais parfois on fait un peu trop de cosmétiques. Et quelles sont les belles expériences que vous avez sur le sujet et que vous pourriez nous partager? Merci beaucoup. Je vous propose peut-être, je ne sais pas si M. Nibourel ou Bernard Debout voulaient répondre à la première question sur comment casser les barrières à l'intérieur de l'entreprise. Moi, je veux bien donner quelques éléments très rapides. D'abord, il faut y croire, parce que si vous n'y croyez pas au plus haut niveau de la structure, il ne se passera rien. Ensuite, il faut avoir une autre conviction. Il faut avoir une conviction que moi j'ai, qui est que la diversité est un facteur de performance de l'entreprise. Moi, je n'ai pas cherché à le démontrer avec des grandes études, mais il faut y croire. Et à partir du moment où vous êtes persuadé que la diversité est un facteur de performance sur le long terme et pas sur le court terme, alors à ce moment-là, vous commencez à lancer des programmes. Nous, ce qu'on veut, c'est que une grande partie de notre personnel soit impliquée. Parce que de la compréhension du monde dans lequel ils évoluent, de la compréhension de l'écosystème, je veux dire, ça les rend plus performants dans leur métier de tous les jours. Comprendre l'écosystème, c'est comprendre son niveau de performance aussi. Et si vous n'avez pas cette conviction-là, il ne se passera rien dans l'entreprise. Alors, nous, on essaye de... Moi, j'ai à peu près 25% d'engagés dans l'entreprise. Bon, pas mal, mais ce n'est pas suffisant. C'est beaucoup. Faire plus. Oui, mais enfin, engagé, ça veut dire qu'il a fait au moins une action. Alors, pour ça, moi, j'essaye de balayer assez large. C'est-à-dire qu'on a des actions de type micro-prêt qu'on fait avec Planète Finance, de type arrondi sur salaire. C'est pas grand-chose, mais c'est une décision à un moment donné. Après, on a des choses plus impliquantes, Passeport Avenir. Moi, j'ai 200 tuteurs. Après, on a des choses plus impliquantes, du mécénat de compétences. Quand je fais du mécénat, on a travaillé avec Saïd, il est en face de moi, c'est pour ça que je le dis. Mais voilà, quand vous rentrez dans cette mécanique-là, vous commencez à comprendre le monde différent. Vous voyez le monde différemment. Bon, là, je parlerai d'initiative tout à l'heure que je vais lancer. Vous me redonnez la parole ou j'en parle tout de suite? Non, dans le domaine de l'innovation. Allez-y. Non, mais dans le domaine de l'innovation. On va faire ça maintenant. On est en train de lancer une nouvelle... Parce que alors, juste avant, effectivement, je trouve que c'est le point important que vous avez mentionné là, le mot conviction. Je trouve que c'était vraiment intéressant. On parle beaucoup d'évaluation de l'impact, de shared measurement. Et effectivement, ces questions-là sont importantes. C'est pas simplement construire un système d'évaluation commun, mais c'est plutôt agréger les données. Donc, aujourd'hui, on se dit c'est incontournable l'évaluation, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'on part d'une conviction, et surtout dans le cadre du mécénat, et qu'on y va, et qu'en fait, c'est la preuve de l'action qui va faire que, on va continuer dans cette direction où on va ajuster. Je crois que c'était vraiment intéressant de souligner cette dimension. Oui, et puis alors moi, je pense, on est dans un monde de transversalité, mais dès que vous mettez du transversal, il y a toujours des gens qui veulent vous ramener au silo.
Ça, c'est terrible, hein, donc il faut être hyper vigilant. Deuxième chose, je voudrais dire, c'est qu'il faut savoir arrêter des programmes. Et ça, c'est parce qu'on peut se faire plaisir sur des programmes, mais il faut savoir les arrêter quand votre conviction est de dire il n'y a pas d'effet d'échelle, il n'y a pas d'effet de levier. Savoir arrêter un programme, il faut savoir en créer un autre. Là, on est en train d'en créer un autre. Donc on va créer une société d'insertion sociale. Donc on travaille avec les spécialistes de l'insertion. Donc nous, on travaille avec ARES. Donc la société est créée, ça y est, hein, on va commencer à avoir nos premières formations la semaine prochaine chez nous. Là, on va prendre des gens qui sont très éloignés de l'emploi, on va essayer de les ramener, mais on va les ramener, c'est une entreprise d'insertion sociale au travers du numérique. Et donc là, on va prendre des gens qui sont éloignés de l'emploi et on va les ramener progressivement dans l'emploi. Alors, les premiers métiers que l'on va mettre en place, c'est plutôt autour du testing, hein, de comment je teste des applications. Et là, on a décidé d'avoir un autre pan dans notre activité. On va voir. Et là, il faut s'appuyer. On ne peut pas le faire seul. Il faut s'appuyer sur des spécialistes et des gens qui ont monté. Donc, on travaille avec ARES. Donc, Thibaut est là, qui nous aide, avec qui on a réfléchi pour essayer de maximiser nos chances de réussite dans ce domaine-là. Voilà. Et donc ça, nous, on y croit beaucoup parce que là, c'est par rapport à nos 140 000 décrocheurs, on pense que ces 140 000 décrocheurs, alors, une partie via le numérique, peuvent arriver à revenir dans l'emploi dans des entreprises comme les nôtres. De là, je fais appel aux entreprises qui souhaiteraient utiliser nos services, enfin, les services d'Access, ça va s'appeler Access, cette entreprise que l'on a créée ensemble pour faire ce retour vers le numérique. Ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir marcher dans les prochaines années. Et j'imagine, pour rebondir aussi sur la question de monsieur tout à l'heure, que vous avez effectivement pas mal consulté les bénéficiaires, mais peut-être je peux laisser répondre, je ne sais pas, Firouz, sur cette question-là, ou Bernard Nebout, sur comment en fait on intègre vraiment les bénéficiaires finales de ces programmes dans des organisations collectives qui sont un peu complexes. Comment on les écoute et comment on intègre en fait les remontées. Alors, en ce qui nous concerne, évidemment, alors, je voudrais répondre quand même avant à la question qui a été posée, ou en tout cas la remarque qui a été faite sur le côté parisien de nos organisations, pour dire que non, on n'est pas sur ce schéma-là, puisqu'en fait, en ce qui nous concerne, notre fondation colle en fait à la géographie de notre entreprise, qui, elle, est répartie sur le territoire. Et comme notre finalité première, en tout cas une de nos vocations premières, c'est de permettre à nos collaborateurs de s'engager, nous sommes évidemment très attentifs à toutes les initiatives qui sont locales, régionales, même si évidemment on ne peut pas être sur tous les sujets, mais en tout cas ça nous importe beaucoup. Il y avait une autre remarque qui a été faite en effet sur l'impact que ça peut avoir sur les organisations, la manière dont le mécénat et ce que nous faisons impacte. Et là je dirais que c'est assez significatif chez nous, puisqu'en fait quand on a démarré nos actions de mécénat, ça s'est fait un peu à l'insu de l'entreprise, d'une certaine manière. On était déconnecté, plus ou moins, de la politique, de la stratégie de l'entreprise. Alors le fait que je sois aussi en charge de la RSE, la RSE et les actions de mécénat que nous faisons sont forcément intimement liées. Et ce qui nous importe, c'est qu'en effet, petit à petit, nos actions puissent impacter le core business de l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, c'est comment faire notre métier autrement, en s'inspirant finalement de toutes ces initiatives et de cet esprit qui anime en fait nos collaborateurs. Donc là, petit à petit, on a une satisfaction, et je le dis pour ceux qui justement hésiteraient encore à avancer dans ce sens. Petit à petit, les choses ont commencé à prendre forme, à imprégner l'entreprise, mais il a fallu administrer la preuve de la réussite de ce dispositif. Et ce qui a été dit tout à l'heure, j'y adhère totalement, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu et on a pu faire la démonstration que nos collaborateurs les plus engagés étaient en même temps ceux qui étaient les plus engagés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. On ne fait pas du mécénat, on ne donne pas de son temps en dehors de l'entreprise pour fuir l'entreprise et ses tâches. Bien au contraire, on s'enrichit et on enrichit l'entreprise d'une façon tout à fait significative. Donc là, ça a débouché sur un certain nombre de choses. C'est la signature d'un contrat de génération qui intègre le mécénat, et d'autre part, on a aujourd'hui octroyé, alors c'est moins que la SNCF, mais enfin on a octroyé 5 jours pour l'ensemble de tous nos collaborateurs sur leur temps de travail qui peuvent être pris pour faire du mécénat de compétences. Super. L'heure tourne, je vais redonner la parole à Marc. Très brièvement, l'expérience, oui, j'aimerais que mon équipe aux États-Unis soit là, qui travaille sur la justice juvénile. C'est un panel, c'est un comité de jeunes concernés
qui sont périodiquement dans le processus à la table, et particulièrement à la table des partis opposés, hein, typique aussi aux États-Unis, droite, enfermer tout le monde, gauche, être un peu plus sur le développement de l'enfant, ce dialogue, d'être en fait d'écouter le bénéficiaire. Mais il y a un deuxième, et on a des exemples au Danemark aussi sur l'agriculture, un agenda Realdania, c'est en fait de redistribuer la carte danoise entre des corridors de biodiversité et l'agriculture. Ça demande, c'est systémique. Et évidemment, les municipalités animent des réunions avec les producteurs, avec les organisations de l'environnement sur la biodiversité, parce que c'est seulement par là qu'on va trouver des solutions. Donc ça se passe dans tous les cas. Mais ce qui est très important, c'est que ce dialogue avec le bénéficiaire concerné ou avec la personne, les populations concernées, ne peut pas se faire comme on dit en anglais, de la ivory tower, hein, de la tour d'ivoire. Nous n'avons pas, nous, privilégié une compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est très important dans l'impact collectif que les organisations qui regroupent ces personnes soient dans le processus de l'impact collectif, et que la médiation et que la discussion de cet agenda commun se fasse par le biais, pas directement de programmes de fondations créés, etc., mais par le biais de ces organisations. Donc, essentiel. Je voulais rebondir aussi sur la question de l'entreprise, et c'est peut-être trop long pour suivre, mais j'ai un article ce mois-ci dans Harvard Business Review, donc je fais de la pub, parce qu'en fait la discussion dans cet article est simple, c'est soit on est une entreprise dans ce monde aujourd'hui et on est dans un marché sursaturé dans les marchés existants, alors qu'il y a un énorme marché de besoins pas remplis sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation, mais tous ces marchés dépendent d'un écosystème qui aujourd'hui ne fonctionne pas pour ces marchés. Et donc le business case pour les entreprises, c'est de dire si on s'engage à changer cet écosystème, eh ben en fait on débloque nos marchés futurs de croissance. On peut y réfléchir, on peut quantifier ça. Et après, il faut évidemment avoir une connaissance et une compréhension de quel genre de personne peut, dans l'entreprise, engager les autres sur cet agenda. Mais je crois que c'est exactement la même réflexion. L'écosystème fait faillite aux entreprises, et donc voilà le business case pour s'engager sur des actions d'impact collectif. Merci beaucoup. On voit que de commencer à parler de mécénat, on voit à quel point aujourd'hui cette question-là est de plus en plus intégrée au cœur de la stratégie de l'entreprise. Firo, je crois que vous vouliez ajouter un petit mot aussi pour conclure. Oui, justement, merci de soulever la question de la santé, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et encore une fois, pour partager notre expérience, donc dans ce réseau de fondations, nous avons un hôpital qui est à Paris, qui s'appelle la Fondation ophtalmologique, qui représente un chiffre d'affaires d'à peu près 110 millions d'euros par an, 250 médecins, 19 000 interventions chirurgicales par an, 350 000 consultations. Donc vous voyez effectivement que c'est un établissement assez conséquent qui a cette particularité d'être un établissement privé à but non lucratif. Donc notre mission est avant tout une mission de service public. Mais quand on parle justement de ce lien perpétuel, important, vital avec les partenaires, bah là, au cœur de l'hôpital, on y est. Parce que non seulement, effectivement, il faut constamment écouter, composer, négocier avec l'État, les ministères, les agences régionales de santé. Il faut également, effectivement, composer avec les médecins. Si certains d'entre vous le savent ou le sont, c'est une population, effectivement, qui est exigeante. Vous devez surtout, effectivement, prendre en compte le patient, les aides-soignants. Donc, quelque part, là, c'est de la philanthropie que j'appellerais vraiment opérationnelle, au quotidien. Et c'est comme dans une entreprise, en fait. Il faut systématiquement être à l'écoute de ces différentes tranches qui composent quelque part le projet. Chez nous, on l'a fait peut-être parce que justement, on reste quand même dans un univers assez familial. Et ce qui nous a permis, effectivement, de survivre dans cet univers de grands plateaux hospitaliers aujourd'hui à Paris ou ailleurs. Et là, merci Christian. Un point sur lequel moi j'ai beaucoup insisté en tant que membre du conseil d'administration, c'est justement cette notion de diversité. Et pourquoi aujourd'hui cette fondation ophtalmologique est probablement la meilleure en France sur ces spécialités que sont purement l'œil et le cerveau? C'est tout ce qu'on fait. C'est parce que justement, depuis 10 ans, on est allé chercher des talents ailleurs, des talents effectivement qui ne sont pas uniquement parisiens, des talents qui viennent de l'étranger, et effectivement de prendre aussi des couches de population qui n'étaient pas nécessairement, qui faisaient pas partie nécessairement de l'univers habituel. Et après 10 ans, on a le résultat. Donc je crois que cette équation qui inclut la diversité, bon, elle est difficilement démontrable dans le contexte légal français, mais je crois qu'effectivement, elle a son vrai appui. Donc je voulais effectivement juste terminer encore une fois sur ce plaidoyer. Merci beaucoup. Désolée, on a dépassé un petit peu le temps. Je voudrais juste
très rapidement faire une conclusion pour insister sur des notions clés. Le fait de se dire agir à plusieurs, c'est peut-être créer des programmes, et l'étape suivante, c'est coordonner son action. Et on voit qu'il y a une réelle volonté, et aujourd'hui, il y a une maturité des acteurs pour le faire. Il y a le rôle important de plaidoyer, je pense, des fondations ou des mécènes, puisqu'il y a plein de mécènes aussi qui font du mécénat hors fondation. Il y a cette question de la mesure de l'impact. Encore une fois, ce n'est pas forcément s'accorder sur un même système d'évaluation, mais c'est plutôt agréger des données et donner accès à ces données pour que l'ensemble du système puisse en profiter. Et puis cette question importante de dire on agit à la racine très, très en amont. En tout cas, sachez que Amical, c'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on travaille depuis quelques années, cette question du mécénat collectif, de l'impact collectif. Ce débat aujourd'hui est une étape dans un travail de longue haleine, et sachez que nous allons, nous, à notre niveau, essayer au niveau du système de jouer ce rôle de plaidoyer, tant auprès de vous, acteurs de terrain, mécènes, porteurs de projets, mais aussi des pouvoirs publics, pour donner encore plus d'ampleur à ce mouvement. Voilà. Je clôture cette conférence. Je remercie infiniment nos intervenants. Dans le foyer, des petits paniers repas vous attendent, et on reprend les débats à partir de 14h. Merci infiniment.